Notre histoire commence dans une bibliothèque. Une bibliothèque quelque peu remplie qui n'attend que d'être explorée. Une bibliothèque où l'impossible devient possible. En réalité, elle n'existe pas que sous la forme d'un modèle 3D que vous voyez là sur mon ordi, mais surtout sous forme de site internet. Oui, que vous pouvez trouver en cliquant sur le premier lien dans la description. Et ce que vous voyez à l'écran, ça ressemble peut-être à une encyclopédie, semble pouvoir chercher des infos, et pourtant, en fouillant un peu, on se rend très vite compte qu'on peut soit entrer du texte, mais pas plus de 3200 caractères, bizarre, soit explorer ce qui ressemble très justement à une bibliothèque, formée de salles hexagonales, chacune ayant 4 murs, où se trouvent 5 étagères par mur, 32 livres par étagère, 410 pages par livre, et surtout, beaucoup de lettres par page. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la bibliothèque de Babel. Et si le principe de ce lieu vous intrigue, ce n'est vraiment pas compliqué, je vous rassure. Cette bibliothèque, en fait, elle abrite en elle tous les livres possibles et imaginables de 410 pages. En fait, toutes les combinaisons possibles de 3200 caractères sur une page sont stockées à l'intérieur. Disons par exemple que vous prenez une page vierge, vous générez dessus dans un ordre aléatoire 3200 caractères, donc parmi les 26 lettres de l'alphabet, plus l'espace, la virgule et le point. Vous avez donc 29 possibilités différentes. Et puis, vous avez donc une seule page, et vous faites la même chose avec 409 autres pages. Vous avez alors un seul livre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose un certain nombre de fois pour avoir tous les livres possibles, et toutes les pages possibles avec ces paramètres. Selon ce principe, il y a dans cette bibliothèque des livres avec toujours la même lettre répétée des milliers de fois. Des livres où on alterne entre G et A, G et A, G et A. Où des phrases font sens pour l'être humain, d'autres où rien n'a de sens. C'est d'ailleurs la majorité d'entre elles. Il vous suffit d'explorer une infime parcelle de la bibliothèque pour s'en rendre compte. Les probabilités de trouver un seul mot qui a du sens à l'intérieur sont très faibles. Mais pourtant, théoriquement, tout se trouve à l'intérieur. Chaque page de roman jamais créé, chaque histoire, chaque pièce de théâtre, chaque film, chaque chanson, équation, papier administratif, le génome humain, le remède contre le cancer, la fin de l'univers, peu importe, même l'exact texte que je suis en train de lire actuellement, tout y est. Littéralement, même tout mon script depuis le début de la vidéo se trouve dans une salle, sur une étagère, dans un livre à une certaine page, n'attendant que moi pour que j'aille venir le chercher. Et peut-être que dans une autre salle qui n'a rien à voir avec celle-ci, se trouve exactement le même script, mais une seule lettre a changé. Une seule. Et pour vous donner un ordre d'idée de la taille de ce lieu, il y a près de 10 exposant 4677 livres à l'intérieur. Un 1 avec 4677 zéros derrière. Y a pas assez de place pour faire entrer ça sur un écran. Pour rappel, on a 410 pages par livre. Et dans l'univers observable, seulement 10 exposant 85 atomes. Cette bibliothèque est plus grande que l'univers, littéralement. Alors, à la base, c'est un concept développé par Jorge Luis Borges, un écrivain argentin, dans une nouvelle du même nom. Et évidemment, tous les livres sont pas stockés sur le site. Physiquement, ce serait impossible. Il y a plus de livres que d'atomes, tu peux pas les stocker. Et en fait, le site, il fonctionne par un code de chiffrement, et il génère le livre quand tu fais la recherche. Et ça change jamais d'emplacement par un code. Bref, je dois vous avouer que le concept est assez fou. Alors, il existe d'ailleurs une version similaire de cette bibliothèque, mais sous forme de toile. Celle-là est uniquement sous forme de site, et on y retrouve le même concept, mais avec des pixels sur un tableau de 640 sur 416. Donc faites le calcul, on a au total 266 240 pixels. Et chaque pixel de cet écran peut alors varier entre 4916 couleurs différentes. On peut donc générer aléatoirement 4916 exposant 266 240 images différentes possibles. Alors c'est très... Non, en fait c'est beaucoup trop grand pour se l'imaginer, ne cherchez pas. Et au début je vous avoue que j'avais pas vraiment compris le pouvoir de ce truc, ni même à quoi ça sert. Et je me suis dit que ça allait juste me montrer à l'infini des images random comme ça qui ressemblent fortement à rien. Mais il vous suffit de scroller indéfiniment et vous ne trouverez visiblement que ça. Heureusement, il y a une autre fonctionnalité aussi sur ce site. En fait, il vous suffit de prendre une image au hasard de son ordinateur, la mettre dedans, attendre, parce que bon ça prend du temps, et voir apparaître sous ses yeux, l'image numéro, c'est trop long pour moi, désolé, qui sera exactement, entre guillemets, la même image qu'on a sur notre ordinateur, mais sur le site, et avec des dimensions et une qualité un peu différente. Logique, parce que c'est pas toujours la même résolution. Cette image avait en quelque sorte déjà été générée sur le site, et dans cette bibliothèque fictive, et ce n'est qu'une combinaison heureuse de 266 240 pixels, mis ensemble bout à bout sur une toile.
officiellement, cette image de ton ordinateur, peu importe ce qu'elle était, existait déjà dans la bibliothèque. Vous comprenez donc très vite que sont stockés là-dedans, enfin théoriquement bien sûr, tous les dessins, tous les fils, image par image, frame par frame, tous les symboles, toutes les photos, bref, tout ce qui est visuel et qui peut tenir sur 266 460 pixels. On est d'accord à nouveau que la probabilité que l'image ait un sens pour nous, elle est très très faible. Dans cet océan d'images, la plupart d'entre elles, c'est juste du bruit, du chaos insensé. Et trouver là-dedans une carte Pokémon Pikachu, ça tient de l'impossible. Mais parfois, je vous ai dit, tout devient possible. Alors, ce que vous voyez là, c'est un carré blanc. Alors, ça pourrait être une des images de la toile de Babel, effectivement, disons la numéro, toujours trop long pour moi, et qui, du coup, est entièrement blanche. Mais ici, je vais plutôt l'utiliser pour une simulation. Disons maintenant qu'à partir de ce carré blanc, je place des points, des boules, des particules, on peut les appeler comme vous voulez. Sauf qu'on va pas juste les placer random et les laisser comme ça, non. Chacune va vouloir aller dans une certaine direction, qui va changer au cours du temps, et disons qu'on prend un certain nombre de ces points, disons 10 pour le moment, et on les laisse se balader comme ils veulent. Notre but, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, c'est d'atteindre un état où tous ces points seront, entre guillemets, ordonnés. Où ils vont former une structure comme un carré, un rectangle, un triangle, un groupe particulier. On a juste besoin de ces structures parce qu'elles sont utiles. On pourrait laisser la simulation tourner comme ça pendant des heures, voire des jours, avant d'avoir, malheureusement, un semblant d'organisation quelque part. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a toujours beaucoup plus de chances d'être dans un état désordonné plutôt que ordonné. Et ça on peut le voir très facilement sur la simulation, qui marche d'ailleurs exactement pareil si je génère des points random en fait sur le carré à l'infini. Et d'ailleurs si on augmente même le nombre de points, c'est encore pire et on arrive très vite à quelque chose qui a pas beaucoup de sens, ni de quelconque structure. C'est d'ailleurs ce qu'on peut appeler du chaos. Et ce principe on peut le voir dans cette simulation très simplifiée, et pourtant c'est l'une des lois les plus fondamentales de la nature, de l'univers même en fait. Si je vous promets, c'est par exemple pour cette raison que lorsque vous prenez un cube de sucre, que vous le mélangez avec du café, celui-ci se dissout, et pourtant le cube, après qu'il se soit dissous, il va pas revenir à son état initial, il va rester dissous, le cube va pas respawn sous forme de cube comme ça. C'est pourquoi par exemple deux liquides vont se mélanger, il y a bien plus de chances d'être dispersés partout dans un liquide plutôt que de rester séparés comme ça. C'est le même principe par exemple pour une chambre qui aura beaucoup plus de chances d'être désorganisée plutôt qu'organisée, indépendamment de la discipline de la personne qui y habite. Je vous permets pas. Tout, en réalité, n'est qu'une question de probabilité. Tout est probabilité. La probabilité d'être désorganisé dans un espace donné, dans, je sais pas moi, l'univers par exemple, sera bien supérieure à celle d'être structurée. Et plus il y a d'objets, plus c'est le cas. Et du moment qu'on sait que, ne serait-ce que dans un verre d'eau, on a 10 exposant 25 molécules d'eau, on constate très vite que les chances pour que l'eau soit chaotique, elles sont très proches de 1. L'eau va pas se mettre comme ça toute seule à se transformer en glaçon, à faire des structures bizarres, des flocons, des trucs comme ça. Non, sans une influence extérieure, elle reste comme ça, désorganisée. En fait, ce que je viens de brièvement vous présenter avec tous ces exemples, c'est ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Alors, que vous le vouliez ou non, ça a un rapport, vous inquiétez pas, TKT. Et pour être rigoureux, ce principe affirme que dans un système isolé, c'est-à-dire un système sans échange ni de matière ni d'énergie avec l'extérieur, l'entropie ne peut qu'augmenter ou rester constante. Bon, c'est quoi ce bordel? Alors, peut-être que ce que je viens de dire, c'est un charabia incompréhensible, et c'est normal, mais déjà, dites-vous que ça reprend ce que j'ai donné en exemple il y a 2 secondes, et en vrai, vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion d'entropie. C'est, dans tous les cas, une notion assez complexe, assez mal comprise en général, et je vais essayer de la manipuler avec précaution. Enfin, je vais essayer. En fait, je vous l'ai déjà introduite avec la toute première simulation. L'entropie, d'un certain point de vue simplifié, c'est une mesure du désordre d'un objet. Pour la faire simple, plus un objet est ordonné, moins il a d'entropie. Et inversement, plus ce désordre augmente par la nature des choses, plus l'entropie du système augmente. En fait, c'est tout simplement le cours des choses telles qu'on les connaît, mais expliqué par un nom de la physique. Pourtant, je dois vous avouer que la notion d'ordre et de désordre, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour désigner l'entropie. En fait, ça a pas mal de limites, et surtout, l'entropie c'est notamment très lié à la notion d'énergie. L'énergie, c'est essentiellement la capacité d'un système à produire un travail, c'est-à-dire un mouvement en général. Prenons par exemple un skieur qui est en train de faire sa meilleure descente, lorsqu'il est tout en haut, disons qu'il n'a pas de vitesse, vous savez très probablement qu'il a beaucoup de ce qu'on appelle de l'énergie potentielle de pesanteur. Grossièrement, plus on est haut, plus on en a. Par contre, il n'a pas du tout d'énergie cinétique, parce que théoriquement, il avance pas. Si on modélise ça avec une barre d'énergie totale, en supposant que toute l'énergie est conservée dans le système, soit le skieur, et qu'on néglige pas des trucs comme les frottements et tout, sa descente, elle va se faire comme ça.
il va descendre normalement, et à partir d'un moment, il ralentit, et puis il s'arrête. Tout semble être décrit correctement. Sauf qu'on peut, et surtout on devrait, rajouter la composante énergie thermique. En fait, on aurait un truc où l'énergie thermique, elle va diminuer dans le système, et elle va se disperser vers l'extérieur. Plus le skieur chauffe la neige, l'air autour, plus il relâche de cette énergie sous forme d'énergie thermique à l'extérieur. Et ça se passe pour n'importe quel système qui bouge. Vous faites tomber un stylo, ça chauffe l'air, et la table sur laquelle il tombe. Quand on a froid en hiver, on se frotte les mains, on crée un mouvement, et ce mouvement ainsi que les frottements font de la chaleur. En réalité, ce qui se passe, c'est que n'importe quel travail ou mouvement en action, comme ici, va nécessairement s'accompagner d'une perte de chaleur, donc d'énergie thermique relâchée. Le problème, c'est que l'énergie, elle se sépare en deux catégories. D'un côté, les énergies utiles, et de l'autre, celles inutiles, entre guillemets. Et en réalité, je devrais même pas dire les énergies inutiles, mais plutôt l'énergie inutile. Parce qu'en réalité, il y en a qu'une seule, et c'est l'énergie thermique. Alors, c'est pas qu'on peut pas utiliser l'énergie thermique pour des choses utiles. Loin de là, entre la géothermie, le chauffage, bref, on l'utilise pour plein de trucs très utiles. Mais en fait, en physique, l'énergie thermique ne sert pas à un travail. C'est-à-dire, elle peut pas vraiment mettre en mouvement quelque chose. On peut pas faire déplacer des objets rien qu'avec de la chaleur. C'est en fait tout le lien avec l'entropie. Plus un système va perdre de la chaleur rejetée à l'extérieur de l'énergie thermique, plus il va dissiper son énergie et plus l'entropie, en quelque sorte, va augmenter. Et ça, à nouveau, c'est un élément clé de tous les événements qui se passent au quotidien et qui pour nous semblent totalement normaux. Si je mélange deux œufs ensemble et que je casse les œufs, après avoir fait ça, je peux pas maintenant reséparer les œufs, les remettre ensemble et remettre les coquilles ensemble et tout va bien. Je peux pas revenir en arrière parce que tous les événements vont dans un certain sens, dans le sens de la flèche du temps, ils avancent tout droit. L'entropie en quelque sorte définit la flèche du temps, et ça je vous avoue que c'est stylé. Et d'ailleurs je tiens aussi à préciser que la vie ne viole pas le deuxième principe de la thermodynamique et tout ce qu'il y a autour de l'entropie. La vie et les êtres vivants en général, certes sont des êtres très complexes, mais surtout vers l'extérieur, on rejette notamment beaucoup de rayonnement dans les infrarouges, ce qui fait augmenter l'entropie. Alors, vous savez, j'avais affirmé que le deuxième principe de la thermodynamique, c'était que, justement, l'entropie augmente ou stagne obligatoirement dans un système fermé. Sauf que, en réalité, je devrais plutôt dire que l'entropie a énormément de chances d'augmenter dans un système isolé. Je devrais dire que les phénomènes du quotidien ont énormément de chances de se produire dans un sens uniquement. Que la matière a énormément de chances d'être chaotique. Non pas, pourtant, qu'elle le soit toujours. Rappelez-vous, c'était le principe de la toute première simulation. En fait, obtenir des formes complexes, c'était presque impossible, surtout quand il y en avait beaucoup, mais c'était pas, a priori, impossible. Justement, la probabilité que les objets soient ordonnés était très faible, mais elle n'était pas nulle. Et cette vision probabiliste du monde, ça s'applique justement au monde tel qu'on le connaît, autour de nous. Mais c'est pas le monde tel qu'il est réellement à la plus petite échelle possible. Et après l'immensément grand, laissez-moi vous faire un petit tour dans l'immensément petit. Alors, peut-être que la physique quantique, ça vous semble très, voire trop impressionnant et complexe, ça l'est très probablement, j'en sais pas grand chose non plus, pourtant, il y a quand même quelques principes clés qui peuvent nous intéresser. Alors, déjà, on va parler des particules. C'est un de ces 17 trucs là que vous voyez à l'écran et qui composent essentiellement notre monde. On est tous faits de ces particules qui bougent un peu partout et logiquement, elles sont censées se comporter comme des particules. Je m'explique. Par exemple, si je prends un ballon, imaginez que j'ai un ballon dans les mains, j'ai pas de ballon avec moi. Le ballon, il va pas se comporter comme de la lumière. Quand je vais le balancer, il va pas aller à 300 000 km par seconde et au revoir le ballon. Non, quand je vais le lancer, il va faire une trajectoire, il va atterrir sur le sol, point barre. Il va se comporter comme un ballon devrait se comporter. Imaginez du coup qu'on prend ce même ballon et on va en lancer plein, des comme ça, à travers un mur avec deux petites fentes. Juste assez pour que le ballon y passe. Et logiquement, si on vise plus ou moins bien, la plupart des balles devraient passer tout droit à travers et atterrir toujours un peu au même endroit sur un écran en face. Ok, jusque là tout va bien. Maintenant, si je fais la même chose avec une onde, on aura ce qu'on appelle un phénomène de diffraction. Plus précisément, c'est des interférences qui vont donner, sans rentrer dans les détails bien sûr, ce beau pattern qui se dessine à l'écran. Ok. On a deux comportements différents pour un ballon et pour une onde. D'après vous, quand on fait cette expérience, dans ces deux cas, dans le monde quantique, est-ce que la particule va se comporter comme le ballon ou comme une onde? Alors, si vous avez répondu onde, bravo, vous venez de gagner le prix Nobel de physique. Et en fait, on se rend alors compte que la particule va surtout aller se placer là où l'onde a le plus de chances de se trouver. En fait, dans les endroits où l'onde est la plus présente sur l'écran, eh bien c'est là qu'on aura le plus de chances de voir la particule. Les 17 particules élémentaires qui composent tout notre monde, toute notre existence, sont régies simplement par des ondes de probabilité. Et donc, dans un espace 3D qu'on prend, les particules n'ont qu'une probabilité
de se trouver à un certain endroit. Les probabilités sont inhérentes à la physique quantique, et donc à tout notre monde, et donc à l'univers tout entier. Et parfois, justement, au détour d'une probabilité qui se montre infime, ridicule, très faible, l'impossible finit par se produire. Car oui, effectivement, tout, absolument tout, penchait du côté des probabilités infiniment plus grandes pour que l'univers ne soit qu'un chaos de matière inerte, sans conscience. Et pourtant, parmi un nombre astronomique d'interactions possibles, parmi des centaines de millions d'années, de milliards d'années où les molécules auraient pu ne jamais interagir entre elles, un jour, quelque chose s'est aligné. Des particules, des atomes, des molécules, bref, une chaîne fragile a commencé à se recopier, à évoluer, à définir une grammaire. Sur un simple rocher bleu perdu dans l'immensité de l'espace, des particules ont fini par se ranger dans un certain ordre, formant des phrases dans cette grande bibliothèque qu'est l'univers. Un livre alors s'est écrit tout seul, avec cette même grammaire et ces lettres faites de particules et de molécules. Un livre qui, parmi une infinité de combinaisons sans aucun sens, a fini par produire le sens. Et après un nombre incalculable d'essais, d'erreurs, d'échecs, de recommencements, la vie est apparue. Et tout ce qui va avec.